Donc l'idée voilà, de cette petite conférence, c'est de refaire un peu le point sur ce qui nous attend avec Google Analytics 4. Donc il y en a certainement parmi vous voilà, qui utilisent déjà l'outil, d'autres qui sont un petit peu en retard. Donc l'idée, c'est de refaire une passe là-dessus et puis de voir un petit peu ce qui nous attend par la suite. Voilà. Donc qu'est-ce qui va être parcouru dans mes slides? Donc je vais refaire une petite passe bien rapidement quand même sur Google Analytics. Voilà, qu'est-ce que c'est, de faire un petit mémo. Et puis peut-être qu'il y a aussi des nouveaux dans le monde du SEO et de la data, donc ça sera toujours bon de rappeler ça. Le contexte actuel, Universal versus GA4 qui arrive, les différences. Alors GA3, c'est Universal Analytics, et versus donc GA4. Pourquoi GA4? Quels sont selon moi vraiment les atouts de la nouvelle version d'analyse? Une petite passe rapide sur le quid du RGPD, qui est aussi un sujet qui est de plus en plus, on va dire, au cœur du sujet du marketing digital dans sa globalité, et quelques points après que j'aimerais aborder sur GA4. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Ludovic. Donc, je suis manager du pôle Search chez l'agence 410 Gone. Donc, le Search va inclure le SEO, le SEA et la web analyse, évidemment, dedans. J'ai une quinzaine d'années d'expérience en acquisition. Moi, j'ai fait mes armes au tout début en tant que développeur front en web. J'ai été éditeur de sites, où j'ai encore quelques sites en side project. Et en essuyant quelques filtres Google à l'époque que pas mal d'entre vous, je pense, connaissent, je me suis orienté vers Google Ads parce que j'avais des money sites qui avaient besoin de continuer à tourner. Et donc, je me suis vraiment piqué sur Google Ads et puis après, j'ai pu lâcher. Donc, j'ai une expertise voilà, sur l'acquisition payante. Je suis certifié donc sur des Google Ads en shopping, search et display. Je vais passer une certification Sendinblue, qui s'appelle Brevo aujourd'hui, puisque le e-commerce, d'une façon générale, mais plus précisément le e-commerce, on fait tout pour faire venir du trafic, mais on sait que c'est de plus en plus cher de faire venir du trafic, et comment on va pouvoir fidéliser et faire de la conversion après que le trafic soit venu sur le site. Et je trouve que des solutions de marketing automation font très bien le job. Donc, j'ai voulu aussi me spécialiser là-dedans. Donc, voilà un petit peu pour ma présentation. Et je vais passer donc à la suite. Donc, Google Analytics 4, qu'est-ce que c'est? Donc, Google Analytics 4, donc Google Analytics, c'est un outil de web analyse. C'est un logiciel en ligne, SaaS, qui est proposé par Google et qui est entièrement gratuit et qui nous fournit des informations détaillées sur tout un tas de données qu'on peut analyser sur le site. Donc, à savoir le trafic sur le site web, les sources de trafic. Évidemment, nous, on veut identifier est-ce que notre SEO, il fait bien le job, est-ce que ça va être plutôt des campagnes payantes qui vont nous amener du trafic, etc., etc. On va analyser aussi le comportement des utilisateurs. Quelles sont les pages voilà, qu'ils vont visiter, quel est le temps passé sur la page, etc. On peut analyser les conversions. Donc, on aura évidemment, chaque site web a ses propres objectifs de conversion. L'idée, c'est qu'on a des objectifs business sur lesquels on va calquer des stratégies marketing pour atteindre ces objectifs. Et donc, on va découper nos objectifs business avec des événements ou des conversions qu'on va analyser pour savoir si on arrive à atteindre nos objectifs. Et puis, on peut évidemment analyser tout un tas d'autres données sur le site, comme l'aspect démographie de notre audience, de nos visiteurs, mais aussi l'aspect techno. Est-ce que c'est du mobile? Est-ce que c'est du desktop? Est-ce qu'on a des pertes à un moment donné de conversion sur tel système d'exploitation? Voilà, ce qui nous permet de repérer éventuellement des bugs un peu techniques sur notre site web. Et du coup, toutes ces données-là, elles peuvent être fournies aux équipes marketing ou à la direction d'une boîte pour avoir les clés de décision stratégiques pour la suite. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, on va avoir des actions. Ces actions-là, on va les analyser, évidemment, dans un outil de web analyse. Là, on va parler de Google Analytics. L'équipe en interne, que ce soit le web analyst ou que ce soit l'équipe de marketing, etc., qui travaille, évidemment, en toute adéquation, vont en tirer les conclusions et vont repartir sur de l'action. Donc, soit on va faire du scale, on identifie les actions qui fonctionnent très, très bien, et du coup, on va pouvoir appuyer ces actions-là.
À l'inverse, on peut identifier les actions qui ne marchent pas du tout, les annuler ou les modifier et recommencer une nouvelle action avec de l'A/B test, par exemple, des choses comme ça. Et la boucle reprend, d'accord? On repasse les actions, on refait de l'analyse, etc. Donc, il nous faut une fenêtre de temps, évidemment, une plage de date. Et il faut qu'on ait un volume aussi de données suffisantes quand même pour pouvoir analyser. Si on n'a que très peu de visites sur un site ou une page, c'est compliqué de tirer des conclusions. Donc là, quelques exemples de questions auxquelles les données peuvent répondre. Donc en général, voilà, si, alors je ne sais pas si la majorité des personnes sont éditeurs de sites ou si vous travaillez pour des clients, mais la première question qui vient à mon sens, c'est quel est le retour sur investissement. Donc un client qui vous mandate pour faire des stratégies SEO ou des stratégies de campagne d'acquisition payante, bah, il veut savoir s'il y a des résultats. Si il met 1000, 5000 euros sur la table sur une stratégie, combien derrière il va gagner en chiffre d'affaires sur 1, 2, 3 mois. Ça, c'est évidemment les curseurs en fonction de la typologie du projet, mais c'est la première question. Est-ce que je suis rentable sur les actions menées? Après, ça va être quelles sont, par exemple, quelles sont les meilleures sources de revenus? Donc, on fait une multitude de campagnes, que ce soit du SEO, des réseaux sociaux, etc. Bon, on a envie d'identifier quelles sont mes sources de trafic qui vont me générer les meilleurs revenus. Si on s'aperçoit qu'on met beaucoup d'argent sur du social, mais que ça ne convertit pas, alors que du SEO, on est sur des requêtes hyper précises, hyper business, on voit que là, ça convertit, bah, ça nous donne vraiment des clés de décision. Qu'est-ce qu'on fait avec les réseaux sociaux? Est-ce qu'on va diminuer un petit peu notre investissement de temps et d'argent sur ce support? Et à l'inverse, on va appuyer plutôt le SEO. Voilà. On va voir, par exemple, comment évolue mon trafic. Soit j'ai un site neuf, donc du coup, je veux voir son évolution dans le temps, en termes de volume, en termes de pages visitées, etc. On a une perte de SEO, perte de position. On veut retrouver nos positions, on veut retrouver notre trafic. Bah, c'est aussi une KPI qu'il faut suivre. Quelle est la pertinence de mes contenus? Est-ce que je vais regarder aussi, voilà, on est dans de la rédaction, on fait du cocon, on fait des choses comme ça, mais avec des pages vraiment avec vocation de se positionner pour répondre à l'intention. Est-ce que ces contenus, bah, ils sont pertinents? Est-ce que les internautes viennent sur la page? Est-ce qu'ils scrollent la page? Est-ce qu'ils vont en bas de la page? Est-ce qu'ils vont voir la vidéo qu'il y a sur la page, etc. Donc, on peut aussi analyser plutôt le contenu des pages. Est-ce qu'on arrive à fidéliser nos lecteurs clients? Alors, il y a la fidélisation, on va dire, business chiffre d'affaires pour un e-commerce. Donc, ça, on peut le voir dans notre back-office de notre outil de e-commerce. Mais ça peut être aussi la fidélisation de venir sur le site. Est-ce que j'ai des nouveaux clients versus clients connus? Est-ce que mon objectif, ça va être de développer davantage mes nouveaux clients? En général, 80% du temps, c'est le cas. On veut aller chercher des nouveaux clients. Mais il peut y avoir des business où c'est pertinent de fidéliser, de réitérer des actions à nos clients existants. Donc là, on peut aussi identifier. On peut identifier, est-ce que ça fonctionne ou pas? Là, je repars de la stratégie SEO. Voilà, on l'a évoqué tout à l'heure. Ce qui peut être intéressant aussi avec l'analyse des données web, c'est de connaître le site de conversion à différents steps, c'est-à-dire dans mon tunnel d'achat. Mon tunnel d'achat, je vais avoir vue d'un produit, une mise au panier. Est-ce qu'il y a un début de check qui est en train d'être fait et jusqu'à l'achat? Et là, en fonction des différentes steps du tunnel d'achat, on peut identifier le pourcentage de perte à chaque étape du tunnel. Et si on voit, je ne sais pas, à un moment donné, qu'on s'aperçoit que c'est au moment du shipping, on voit on a une grosse perte, que les gens ne vont pas jusqu'au bout, on peut identifier qu'il y a peut-être un souci sur notre pricing sur les frais d'envoi. Donc là, on peut actionner quelque chose de test en disant, OK, on va travailler peut-être sur la notion de, je sais pas, frais d'envoi offerts pendant 15 jours, des choses comme ça, pour tester et voir si c'était vraiment le frein à la conversion. On peut aussi définir autrement le cycle de conversion, mais en prenant du recul sur le long terme. En fonction des business aujourd'hui, en fonction du secteur d'activité, en fonction de vos produits, les intentions d'achat sont plus ou moins longues. On va avoir de la complexité navigationnelle aujourd'hui. Des gens vont venir sur votre site, vont aller jusqu'au panier souvent pour voir le panier total que ça va leur coûter avec les frais d'envoi, taxes, etc. Vont pas acheter parce qu'ils vont aller parcourir le web pour aller chez la concurrence et vérifier. Prise d'information, ils vont revenir une semaine, 2 semaines après sur le site. Donc, l'idée, c'est d'essayer de les suivre au maximum. Et ils viennent acheter chez nous. Et du coup, ça nous donne un petit peu le cycle d'achat
d'un prospect, d'un nouveau client. Et ça nous donne aussi, du coup, des indices de stratégie pour avoir des prises de contact sur toute la partie intermédiaire entre son premier contact et sa décision d'achat. Plus on va essayer de le toucher entre les deux, dans son questionnement, quand il va naviguer sur Internet, quand il va chercher d'autres informations liées à votre produit ou service, l'idée, c'est d'être présent. Donc, ça nous donne aussi toutes ces idées comme ça, toutes ces données à analyser. Et ensuite, voilà, autre question que j'ai aussi évoquée tout à l'heure, on s'aperçoit que sur mobile, on a une vraie chute de la conversion. On va étudier pourquoi. Pourquoi c'est pas atteint sur mobile? Est-ce que c'est un problème du X? Est-ce que c'est un problème d'affichage, de positionnement, etc. Le contexte actuel pour GA4. Donc maintenant, quand vous arrivez tous, comme Jackie l'a évoqué tout à l'heure, vous arrivez sur votre analytics et là, vous avez le gros bandeau. Donc là, le compte à rebours n'est pas à jour. Hein. Si vous allez faire l'exercice tout de suite, vous verrez qu'il reste moins de 16 jours, hein, largement. Mais vous avez ce gros bandeau. Voilà, on a le gros warning, on a un bandeau en haut avec lancer la migration et on a ce gros pop-in comme ça avec les jours restants. Donc on sait, voilà, on sait bien que voilà, Google fait bien force bien le lancement de la migration. Bon, à juste titre, puisqu'au 1er juillet, c'est fini. D'accord? Donc, voilà. Si vous avez ça, il faut vous occuper tout de suite. C'est peut-être même un peu tard, mais il faudrait s'en occuper le plus rapidement possible. Donc, quand vous allez dans Universal Analytics, GA3, entre parenthèses, il va cesser de récupérer, de traiter les données au 1er juillet 2023. Donc là, c'est sûr, c'est vraiment annoncé depuis très longtemps. Il n'y aura pas de jours supplémentaires, etc. Il ne récupère plus la donnée à partir du 1er juillet. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui n'ont pas migré vers GA4, au 1er juillet, vous allez avoir une perte de données. Il n'y a plus de données qui vont rentrer, qui va pouvoir être analysées par la suite. D'accord? Donc, ça, c'est le premier constat. Donc, si dans votre portefeuille client, vous avez encore des clients à la traîne, alertez tout de suite. Gros warning, c'est le dernier moment, il faut y aller, sinon plus de perte de données et on ne pourra plus analyser et répondre aux questions qu'on a évoquées juste avant. D'où l'intérêt d'avoir fait une petite liste de questions avant. Pour les personnes souhaitant continuer à utiliser Google Analytics, donc le GA4, il est nécessaire donc de migrer la propriété GA4. Donc, il faut lancer la migration, par exemple. Ça, c'est une solution. On suit le dictaticiel un petit peu de Google et on peut aller lancer la migration. Là, des petites notions importantes. Donc, si vous avez créé votre propriété avant le 14 octobre 2020, vous avez probablement déjà une propriété Universal Analytics. Si c'est après le 14 octobre 2020, vous devez avoir déjà certainement une propriété GA4. D'accord? Donc ça, c'est à vérifier. Google a déjà créé en fait des propriétés par défaut à partir du 14 octobre 2020. Donc il y a souvent des GA4 installés. Mais il est juste installé, d'accord? Il n'est pas configuré. Mais vous n'avez pas la migration à faire. Ce qui est une chose importante, c'est qu'on pourra accéder aux données pendant encore au moins 6 mois. Donc ça, c'est les dernières infos que j'ai eues sur les docs Google. Donc, il ne récupère plus de données au 1er juillet 2023. Par contre, on a encore un laps de temps pour aller se connecter à Universal Analytics et vérifier les données. Alors, on peut aller voir l'historique, on peut encore utiliser les plages de date, etc. D'accord? Par contre, il faut rester en alerte. Il a bien que dans les mois à venir, ils vont communiquer une date à laquelle vraiment Analytics sera plus disponible du tout. D'accord? Donc là, après, on ne pourra plus du tout accéder à l'historique des comptes. Donc ça, c'est une vraie problématique et il faut anticiper. D'accord? Notion, quand vous créez votre propriété GA4, il ne reprend pas votre inventaire de données historique. D'accord? Ça repart à zéro. Donc ça, c'est l'inconvénient des gens qui n'ont pas encore migré vers GA4. L'idéal aurait été déjà de créer la propriété GA4 depuis un moment et de la faire tourner en parallèle de Universal Analytics. Donc, les deux pouvaient être installés sur le site pour que GA4 puisse commencer à enregistrer toutes les données sur le site. Les visiteurs, les sessions, les conversions, etc. Comme ça, au 1er juillet 2023, on ne repart pas à zéro. On a déjà beaucoup de données qui nous permettra de faire de l'optimisation d'audience, d'analyser un petit peu les engagements, etc. Voilà. Mais bon, si ce n'est pas le cas, de toute façon, il faut le faire pour ceux qui décident de rester sur GA4. Donc, vu qu'on n'aura pas d'historique, moi, je vous conseille fortement de sauvegarder les données actuelles d'Universal Analytics, d'accord? Donc, il n'y a rien de très automatique. Il faut le faire un petit peu à la main.
Donc là, je vous ai listé, vous retrouvez dans la doc de Google, on retrouve les différents formats qu'on peut faire en exportant. Donc, on peut exporter en CSV, TSV Excel, Google Sheet, en PDF directement. Si on veut juste avoir un fichier non exploitable et qui nous sert juste d'analyse de l'historique des données, on peut le faire. Pour ceux qui sont un peu plus dans la tech, il est possible d'utiliser l'API de reporting de Google Analytics pour le faire. Et ceux qui utilisent aussi BigQuery permet aussi de faire l'export de l'historique et de récupérer tout ça. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans votre Google Analytics aujourd'hui, d'aller afficher un rapport et vous avez la fonctionnalité, le bouton en haut à droite qui est exporter et vous avez le choix des différents formats d'export. Voilà. Donc, en fonction des rapports que vous utilisez, des fois, on utilise Analytics d'une façon très, très simple. Donc, les rapports sont quand même assez rapidement. Si vous avez 5-6 rapports à exporter, vous pouvez mettre des plages de data. Alors oui, très important, quand vous faites l'export, faites attention à votre sélecteur de date. Parce que si vous le laissez en l'état juste sur les 7 jours précédents, il va vous exporter que la donnée des 7 jours précédents. Donc, soit vous découpez vos plages de date par trimestre ou par année ou sur la totalité de l'historique de votre compte. D'accord? Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez découper vos données pour pouvoir après derrière les exploiter, pouvoir les comparer, etc. Donc, la différence entre GA3 et GA4. Donc, pour Universal Analytics, c'était un tool qui était plus basé sur les sessions. Donc, ça, je crois que il existe depuis 2005, il me semble, qui a évolué, mais il est quand même assez ancien et je pense qu'il était vraiment temps de réadapter l'analyse de données avec un petit peu les enjeux d'aujourd'hui, qui est vraiment basé sur du marketing aujourd'hui. Mais voilà, donc Analytics, en tout cas, était basé plutôt sur les sessions. On avait les taux de conversion, on avait la possibilité de faire des annotations qu'on n'a plus dans GA4. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, GA4 toujours en évolution constante. Donc, les interfaces changent entre les moments où moi, je fais des screenshots et le moment où je retourne sur un webinaire, l'interface a changé. Donc, voilà, il y avait ça. On pouvait faire des segments, etc. Donc, voilà, c'était plutôt basé là-dessus. GA4 a vraiment changé toute son approche. On n'est plus du tout basé sur des sessions, mais on est plutôt basé sur l'engagement, basé sur les événements. Et à mon sens, c'est hyper logique aujourd'hui. On est dans le monde du marketing digital où on va avoir du trafic sur différentes sources d'acquisition. On va avoir des internautes qui vont faire des multitudes d'actions avant de passer à l'achat, par exemple, ou de rentrer leurs coordonnées si on fait de la lead gen. Donc, il fallait, je pense, renouveler un petit peu tout ce modèle, surtout qu'on a aussi les modèles d'attribution qui sont en constante évolution avec les cookies, etc. Donc, il y aura une grosse part de machine learning aussi dans GA4. Et voilà, ça permet de se remettre à jour, je pense. Pour moi, j'y vois beaucoup d'avantages, en tout cas dans la web analyse. Donc, c'est basé sur l'engagement. Ils ont vraiment simplifié le menu. Donc, je vais faire un petit parcours rapide sur les deux interfaces pour voir la différence. Il peut fusionner dans son flux, fusionner les applications, les web. Donc, alors c'est beaucoup plus rare, mais on a des annonceurs, des clients qui sont sur une app, ils ont une app et ils ont du web. Donc, du coup, on peut analyser les parcours, les engagements clients sur les deux supports pour vraiment avoir une vue globale sur l'aspect marketing. D'accord? Il va utiliser beaucoup le machine learning. Là, on est vraiment dans de l'intelligence artificielle. Ça va aller très loin, je pense, avec GA4. On a de l'exploration. L'exploration a existé sur la version payante d'Universal, il me semble. Donc là, on a accès à de l'exploration. Je vais faire une passe un peu tout à l'heure dessus. Il a déjà un tracking natif, donc qui est très simple, mais du coup, voilà, vous créez une propriété GA4, vous avez déjà du tracking natif. Donc, pas besoin d'aller configurer un tag manager, etc. On a déjà ça dans l'outil. Donc, je vais faire une petite passe sur les deux interfaces. Donc, ça va changer d'onglet. Mais normalement, je pense que ça doit suivre. Je vais vérifier. Hop. Tac. Je vais faire ça. Voilà, je vais m'assurer le temps que ça charge un peu. Tac. Alors, désolé pour le temps. On va se connecter. Tac. Alors, je suis en train de regarder. Je n'ai pas l'impression que ça prend le... J'y vais. Voilà, c'est ça. Normalement, vous l'avez. Désolé. Voilà, c'est ça. C'est un peu long. Donc voilà. Donc là, je suis en live. Je suis passé, en fait, à savoir que Google Analytics propose des comptes de démo
pour aller tester les outils. Donc là, je me suis logué sur le compte de démo. Et là, on n'a plus les 16 jours qu'on a sur mon screenshot. On a bien, il nous reste 8 jours exactement. D'accord? Donc là, on est bien sur une interface d'Universal Analytics, donc GA3, puisqu'on s'aperçoit qu'on a le bandeau en haut, qui nous dit bien au 1er juillet 2023, on a lancé la migration, et puis on reconnaît l'interface, pour ceux qui la connaissent. Donc l'interface, on avait un accueil ici, on avait, moi, ce que j'appelle des widgets, on avait des blocs comme ça d'informations qui remontent sur la page d'accueil, qui nous permettaient d'avoir déjà des données, qui étaient assez intéressantes sur une lecture un peu transverse. Et puis on avait sur la gauche une longueur de menu. On avait une colonne très très longue. Il suffisait de dérouler. Vous voyez, on a des menus et des sous-menus basés donc sur le temps réel. On avait, pour travailler ses audiences, en général, la plupart des SEO et du web marketing, on connaît un petit peu ces aspects-là. Voilà, la techno était ici, tout était là dans l'audience. On avait un onglet pour l'acquisition, mais dans cet onglet, on a des sous-menus. Dans les sous-menus, on a encore des sous-menus, etc. Donc, on a un niveau très profond d'accéder, si vous voulez, à des rapports qui étaient toujours un peu fastidieux. Et souvent, moi, je me suis aperçu qu'avec avec mes clients, en général, ils n'y allaient pas parce que c'était trop long pour eux d'aller chercher les bonnes infos. Donc, souvent, ce qui est le cas, c'est qu'on mettait en place un data studio pour remonter les données essentielles pour le client. Donc ça, c'était la partie un peu Universal Analytics. Voilà, c'était juste, je voulais refaire une petite passe rapide pour comparer avec la nouvelle interface GA4. Donc là, je me log à un compte de démo GA4. C'est en train d'arriver. Et voilà. Donc là, on arrive et on voit tout de suite, on est sur une interface beaucoup plus épurée. D'accord? On arrive déjà sur de l'accueil. Le menu est fermé. D'accord? Ça nous donne vraiment tout de suite plus de lecture possible. C'est vraiment simplifié. On va retrouver pareil ce que j'appelle moi des widgets qui nous permettent d'avoir les données principales déjà. Et puis en descendant scroll, on a différentes données qui remontent. On peut naviguer, voir un peu ce qu'ils nous proposent, etc. D'accord? On a l'avantage ici qu'ils ont énormément diminué les colonnes des rapports. On va s'en baser que sur 3, plus l'admin en bas. D'accord? Donc les rapports, je vais les parcourir assez rapidement. Ils vont se limiter à ça. On va dans les rapports, on a une deuxième colonne de menu, et là, on va être sur l'acquisition, sur l'engagement, sur la monétisation. Donc, on prend vraiment dans l'ordre logique d'une analyse. On va voir l'acquisition. Dans le rapport qu'il nous propose, on a toujours cette hiérarchie. On aura toujours un rapport qui va résumer les rapports détaillés. D'accord? Donc, on a ici un résumé des KPI, donc les données les plus intéressantes pour nous. D'accord? Toujours avec système de widget. Donc, on peut avoir des graphiques et ensuite des tableaux. D'accord? On peut accéder directement avec afficher le temps réel, par exemple, parce qu'on est sur ce widget. On peut cliquer ici et on va aller dans le détail derrière. Donc, chaque widget a son lien pour aller voir le détail de chaque rapport. Donc ça, moi, je trouve ça super de segmenter de la sorte. On a la vue d'ensemble. On veut détailler, analyser uniquement ce widget, uniquement ces informations. On clique dessus et on va dans le détail. Et en fait, on les retrouve ici. Donc, on peut accéder par ici. On peut accéder également par là. D'accord? Donc là, on va cliquer, par exemple, sur les rapports en dessous, qui sont des rapports plus détaillés. Et là, on va retrouver un peu la logique d'Universal Analytics. Ça se présente toujours de la même façon. On va avoir en haut des graphiques. Donc, ça nous permet de voir s'il y a des chutes, s'il y a un pic, etc. On va voir l'assignation, l'attribution un petit peu des différents groupes de canaux, par exemple ici. D'accord? Ça nous donne vraiment les sessions, les utilisateurs, etc. en fonction de ce que vous voulez voir. Et en dessous, on a le tableau. Donc, on a ce grand tableau. On peut prendre un peu de place. Et on a ce tableau-là qui est un résumé, mais dans lequel on va pouvoir personnaliser au maximum. Et ici, les groupes de canaux qu'on veut analyser se trouvent ici. D'accord? Et là, Google Analytics, donc GA4, nous donne directement les dimensions, on appelle une dimension, qu'on veut analyser. Il les donne directement. Donc ça, c'est vraiment un super atout. On peut rechercher directement ici. Donc ça, c'est aussi très bien. Il y a un petit moteur de recherche en interne qui nous permet d'aller identifier les dimensions ou la donnée qu'on veut voir. On peut rajouter une dimension secondaire. Et là, pareil, on a tous les choix à ce niveau-là. Donc, on peut faire de croiser de la donnée
d'une façon hyper simplifiée, directement depuis les tableaux. On peut évidemment choisir le nombre de lignes qu'on veut afficher, et etc. D'accord? Donc, on peut vraiment customiser et choisir évidemment l'ordre croissant-décroissant de la donnée qu'on veut analyser par rapport à des événements ou des conversions, d'accord, en fonction du rapport où on est. On a toujours la plage de date en haut, d'accord? On l'a ici. Par défaut, on a déjà, en général, les plages de date les plus utilisées pour l'analyse de données, les 90, 30, 28 derniers jours, les 7 derniers jours. Voilà, on peut faire l'année, les 12 derniers mois, etc. Où on peut personnaliser évidemment la plage de date. Et on a la possibilité de demander une comparaison et on indique sur quelle période on veut comparer. D'accord? Ça nous permet de voir l'évolution. Si je fais appliquer, ça va mettre à jour ma donnée. Et ici, par exemple, si je veux analyser les groupes de canaux, on va voir les deux dates pour pouvoir comparer. D'accord? Et là, on voit les performances, on voit les fluctuations, etc. Donc, tout est basé sur le global. On a une ligne globale en haut du tableau. Elle n'est plus en bas du tableau. D'accord? Elle est vraiment en haut. Et on peut la comparer ensuite avec les sources, par exemple ici des groupes de canaux, pour comparer au global. Donc ça, c'est comme ça est constitué vraiment les rapports. Quand on a bien pris la main, donc il y a une petite phase d'apprentissage quand même de GA4, je trouve. C'est comme une prise en main d'un nouveau tool, d'un nouveau logiciel. D'accord? Mais une fois que la prise en main est faite, ça va fluidifier le travail qu'on a dans la web analyse. Moi, je trouve que c'est très puissant. Donc, si je reviens en arrière, on va avoir le rapport basé. Hop, alors ça me parvenu. Hop. Il ne veut pas me le charger. Ah, il est là, pardon. Hop. Donc, on aura l'acquisition. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir toute la partie des engagements et tout est basé sur les événements. D'accord? Là, je vais insister un peu là-dessus, sur les événements et les conversions. Tout est événement, c'est-à-dire qu'une conversion sera basée sur un événement. On ne peut pas créer de conversion si on n'a pas créé l'événement avant. Donc, l'événement, ça peut être très varié. Ça peut être une session qui démarre, ça peut être une page vue, ça peut être un ajout au panier, ça peut être une commande, un purchase, évidemment. Et vous avez la décision de définir une conversion en fonction de l'événement que vous avez configuré. Et donc, c'est en fonction des objectifs marketing qu'on a. Si on a un objectif de conversion de télécharger des documents, l'événement de téléchargement de documents, on va le transformer, on va l'indiquer comme étant un élément de conversion. Et du coup, on va pouvoir les suivre. Donc, on va regarder sur le compte de démo. Quand je vais voir les événements, on rentre dans le détail. Donc, on retrouve toujours la même structure d'affichage avec des graphiques en haut. Je vais enlever la comparaison pour laisser moins de lignes. Hop. Et ici, ça va nous lister toute la liste des événements. Donc, on voit ici, par exemple, si on a 29 sur ce compte-là, et on les voit tous. Donc, vous voyez, page view, du user engagement, du scroll. Si on a vu une liste d'items, de produits, si on a regardé les promotions, etc., etc. D'accord? Et là, on va pouvoir avoir aussi, je ne sais pas si c'est le cas dans le compte de démo, on va agrandir un petit peu notre fenêtre. On va rajouter des lignes. On a du clic. Et voilà, on a des événements liés à l'e-commerce. On a de l'add to cart, par exemple, ici. Les review orders, add payment info, add shipping info, etc. Donc ça regroupe aussi ce que je disais tout à l'heure, qu'on va suivre un petit peu tout le parcours du tunnel d'achat et à quel moment on va perdre des internautes. D'accord? Et si on regarde les conversions listées en dessous, ça va être des noms d'événements, mais qui sont identifiés, marqués comme conversion. Donc, dans cet exemple-là, on a des page view, des view items, mais on va avoir de l'add to cart qui reste une conversion du début du tunnel d'achat, du view cart et jusqu'au purchase. D'accord? Et on voit que les revenus, on a une colonne revenus, donc ça aussi, c'est beaucoup mis en avant dans GA4. La colonne de revenus est vraiment très présente. Okay, donc là, je ne fais pas la suite parce que je vois que le temps passe vite, mais ça vous donne déjà une idée de la structure de GA4. Hop, je vais revenir sur mes slides. Hop, donc, pourquoi GA4? Donc, on a sur le marché, on a vraiment toute une liste d'autres outils. D'accord? J'en ai listé quelques-uns, et vous pouvez retrouver la liste sur le site de la CNIL, où il liste, alors pourquoi la CNIL? Parce qu'on a aussi cette problématique RGPD aujourd'hui, et la CNIL a listé d'autres acteurs de web analyse, dont la CNIL a validé un petit peu le traitement des données. D'accord?
mais la plupart de ces logiciels sont quand même payants. Donc, il faut le savoir. Il y a Matomo qui est aussi, je pense, très connu, qui a une version gratuite. Mais voilà, il n'y a que GA4, à mon sens, en tout cas aujourd'hui, qui reste gratuit. Donc, pourquoi GA4? Donc, pour moi, GA4, parce qu'il est gratuit, déjà, premier élément. Ça reste quand même une notion importante quand on est un petit éditeur ou voilà, quand on a des petits clients, par exemple, mettre des licences avec des centaines d'euros par mois dans un outil d'analyse, ça n'a pas de sens. D'accord, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de vrai enjeu qui nécessiterait d'avoir un logiciel assez onéreux. Ce que j'aime dans GA4 et je trouve très intéressant, c'est l'approche des événements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, tout est basé sur l'événement. Donc, c'est bien d'avoir du trafic, mais avoir du trafic qui ne fait pas d'engagement, ça ne sert à rien. Je préfère avoir très peu de trafic, mais avoir des personnes hyper qualifiées qui vont donner des actions d'engagement que j'attends. Donc, de l'inscription à des mailings, de téléchargement de documents, de l'achat, etc. La puissance de GA4, évidemment, on reste dans l'univers, dans toute la sphère Google. Donc, on va synchroniser les outils d'une façon très simplifiée. Donc, on va synchroniser notre Google Ads, on va synchroniser la Search Console. Pour les éditeurs de sites, on va synchroniser aussi notre Google AdSense. Donc, si vous faites partie du programme Google AdSense, vous pouvez synchroniser facilement avec GA4. Et depuis votre tableau de bord, vous allez pouvoir aussi vos revenus qui ont généré votre programme d'affiliation. Donc, ça, c'est assez intéressant. C'est un outil qui est en évolution permanente. Donc, les fonctionnalités arrivent au fur et à mesure. Donc, voilà, ce sera toujours du plus. Ça marchera très bien. Ils ont quand même malgré tout une démarche RGPD. On le sent aujourd'hui dans la configuration qui peut être un peu plus pointue. On sent qu'il y a quand même une démarche par rapport au traitement des données, etc. Donc, on a un peu plus de contrôle. Donc, voilà, je le mets juste à côté aussi, plus de contrôle sur les données personnelles. Donc, ils ont cette démarche-là, même si c'est encore border, il y a encore vraiment des zones de flou. Je vais en parler juste un petit peu après. Mais voilà, ils sont quand même dans cet axe-là. Il y a une compatibilité, c'est-à-dire que le GA4 nous permet d'aller sur des technos un peu server-side. Donc, je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'est un peu plus avancé. Mais ça peut aussi très bien se plugger avec, pour faire de l'analyse qui arrive de Facebook Ads, par exemple, etc. Donc, c'est assez simplifié, c'est quand même accessible. Le gros de GA4, c'est quand même les deux derniers points, qui est basé sur le machine learning. C'est-à-dire que voilà, ils ont un machine learning qui est très développé. Ils connaissent tout le monde avec Analytics qui était là avant, avec Chrome. Donc, ils ont un maximum de données qu'ils arrivent à traiter. Et on va plutôt aller vers du prédictif aussi. Donc, on en parlera un petit peu rapidement tout à l'heure. Et le modèle d'attribution qui est basé aujourd'hui sur la donnée. Donc, il n'y a plus le modèle d'attribution premier clic, dernier clic. Il va modéliser pour éviter les pertes de cookies, justement, toutes les personnes qui refusent les cookies. Normalement, il est censé arriver à modéliser un peu la donnée pour nous ressortir une donnée qui est viable. Une petite passe sur le RGPD. Donc là, je tiens à préciser un petit warning dessus, un petit disclaimer. Moi, on n'est pas avocat, je ne suis pas avocat. C'est des infos qu'on a un peu partout. Il y a encore quand même des zones de flou. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment pour vous assurer d'être dans la légalité, d'être accompagné par un avocat spécialisé. D'accord? Ça, c'est quand même très important. Okay, à mon sens, c'est ce que j'ai lu un petit peu partout dans les communautés, c'est que la CNIL ne condamne pas l'utilisation d'Analytics, Google Analytics, mais sa configuration. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut configurer un GA4 pour qu'il soit vraiment en toute légalité des rapports de la CNIL. Évidemment, après, si vous êtes dans un aspect marketing avec des campagnes Google Ads, etc., au final, si on vise un outil qui va lire que de la donnée, on va perdre également toute la puissance du machine learning, du modèle d'attribution, puisqu'on ne va pas pouvoir suivre les données des internautes sur notre site pour pouvoir générer des audiences, pouvoir faire du remarketing derrière, etc. Donc, on aura juste un outil qui nous servira à analyser de la donnée assez classique sur des sessions, des utilisateurs, des choses comme ça, mais on ne pourra pas aller plus loin. Donc, on sera quand même assez freiné. Donc, il faut suivre un peu aussi l'évolution de ça. Moi, j'ai quand même espoir. Je ne sais pas si le mot espoir, mais je pense que quand même, il y a un GA4, Google est quand même très important. Et en tout cas, ouais, j'espère qu'on arrivera à trouver des bonnes solutions avec la CNIL. Donc, le consentement de l'utilisateur est nécessaire pour déclencher le suivi. Donc, ça, c'est OK. Et moi, à mon sens, et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est ce que je ressens, c'est que la migration vers GA4 est vraiment l'opportunité aujourd'hui de se mettre à jour avec les aspects du respect des données personnelles et de la CNIL. Je pense que
en étant des professionnels du secteur. Donc, sauf si vous travaillez pour votre compte, évidemment. Bon, ça c'est votre responsabilité. Vous décidez de faire ce que vous voulez. Par contre, si vous travaillez pour le compte de clients, notre responsabilité, je pense, en étant conseil de nos clients, c'est d'être vraiment à jour sur ces aspects-là pour en tout cas le sensibiliser, l'informer et le client final prend la décision de comment il se positionne par rapport à ça. Quelques d'autres petits points rapides sur GA4. Donc, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est les audiences prédictives. Donc, déjà, de base, il y a un super outil au sein de GA4 pour travailler ces audiences. Donc, ça, voilà, je le montre pas là parce que on n'a pas assez de temps. Mais intéressez-vous, c'est vraiment super sympa. On peut vraiment bien travailler ces audiences. Et là, quand on va justement dans les configurations d'audience, on a un onglet prédictive. Et cet onglet-là, il est quand même assez fort parce que là, on va vraiment travailler sur le machine learning pour travailler des audiences et même Google Analytics 4 va nous proposer des audiences que nous-mêmes, on n'aurait pas anticipées. D'accord donc, je vous ai mis aussi le lien derrière de la doc de Google qui en parle et qui explique. Alors, on n'est pas forcément éligible. Ça va dépendre, je pense, du compte, du site et du volume qu'il y a sur le site, évidemment. Sinon, voilà, il n'y aura pas assez de données. D'accord donc, c'est important de suivre ça. Donc, petit exemple, par exemple, ici, on va avoir une audience qui va nous proposer les prochains acheteurs dans les 7 jours. Il va être capable de nous dire vise ceux qui sont acheteurs et qui sont prêts à acheter dans 7 jours, par exemple, voilà, sur nos produits, évidemment. Donc, ça peut aller très loin. L'exploration, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Et l'exploration, en fait, c'est un ensemble de techniques avancées qui vont au-delà des rapports standards. Donc là, on va personnaliser nos rapports. On va aller vraiment dans la finesse. Et là, c'est vraiment qu'on a des comptes clients à suivre, où on a vraiment de la donnée à aller chercher, à analyser. On va pouvoir aller créer nos propres rapports et qui vont être très précis. D'accord donc ça, c'est super intéressant pour aller chercher nos clients. Ce qui est bien avec l'exploration, c'est qu'il va nous proposer déjà des modèles préconstruits. Donc là, on le voit, par exemple, dans la galerie, on va avoir des formats libres. Donc là, on va pouvoir le construire nous-mêmes, mais on peut aller chercher de l'exploration d'entonnoirs, analyser le chemin, les chevauchements de segments, les explorations de cohortes, etc., etc. Donc là aussi, ça va être super intéressant. Et si on construit nos propres modèles d'exploration, on peut la partager aussi à la communauté. Donc ça, c'est aussi intéressant derrière. On voit que pour l'exploration, il nous propose aussi par cas d'utilisation. Donc là, on a vu des modèles, mais on peut aller dans des cas d'utilisation. Donc, est-ce que je suis plutôt dans l'acquisition? Est-ce que je suis plutôt dans la conversion? Est-ce que je veux plutôt analyser le comportement des utilisateurs, etc., etc. Puis la prédiction qui revient ici. Voyez donc ça, c'est vraiment à suivre. Il propose également aussi par secteur. Donc e-commerce, et là, c'est le jeu. Donc moi, je suis pas trop dans le domaine du jeu, mais par contre, donc c'est plutôt les apps, d'accord, pour le coup. Mais le e-commerce, voilà, qui est quand même une grosse partie, je pense, du web aujourd'hui. Une autre fonctionnalité que moi j'apprécie, c'est le temps réel. Le temps réel a été vraiment, à mon sens, bien construit. C'est-à-dire que quand on va sélectionner le temps réel, on va voir le nombre d'utilisateurs en temps réel sur le site, avec sa provenance, d'où il est, etc. On voit un petit peu le desktop et tout ça. Donc, il y a forcément un intérêt en fonction d'un objectif. Si on fait un événement jeu concours, par exemple, sur une journée, ça nous permet d'aller voir en live s'il y a des participants, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et on a une petite option qui est ici afficher l'instantané utilisateur. Et en cliquant sur cette option-là, ça va prendre une personne, par exemple, sur les 84 et ça va donner son parcours. C'est intéressant. Et puis, on peut passer d'un utilisateur à l'autre. Donc, sur le panel de 84, il en prend au hasard. On peut lui dire, choisis-moi un autre et on voit un petit peu son parcours en live. Et un dernier point que moi j'utilise beaucoup, c'est le Debug View qui est directement intégré à GA4, qui permet, moi j'utilise quand je fais mes tests, quand je vais faire ma mise en place de plan de tagage et que j'utilise Tag Manager, je vais tester d'un côté mon Tag Manager avec le mode Preview, je vais utiliser en parallèle le Debug View de GA4. Et du coup, j'ai le parcours de mon test en live avec un petit peu de décalage, mais c'est en secondes, pour voir un petit peu sur la page quand j'arrive sur la fiche produit. Et quand je mets, là je vous donne un exemple, quand je fais un Add to Cart, le Add to Cart va s'afficher ici. Et quand je vais le sélectionner, il va me donner toutes les infos, tous les paramètres d'événement qui accompagnent cet événement Add to Cart. Donc, je vais pouvoir vérifier si le nom du produit remonte bien, si le prix du produit remonte, si la taxe, si son shipping, alors pas le shipping à ce niveau-là, mais j'ai toutes les infos qui remontent ici. Donc, je vais m'assurer
que mon plan de tagage, il est OK, il est bien validé pour que je puisse le publier derrière. Donc ça, c'est une fonctionnalité que moi j'apprécie beaucoup pour la mise en place de mon plan de tagage. Et voilà, c'était ma dernière slide. J'ai vu que c'était dans les 40 minutes, donc j'ai essayé de tenir dedans. Merci beaucoup, c'était super. Et en plus, c'était très clair. C'était Ok, vraiment très bon, clair. super. Merci Je vais essayer de beaucoup. vulgariser un max, mais super. Bah, Alors, en tout cas, s'il y a le moindre questionnement, etc., j'ai mes coordonnées. Hein, donc, soit on me retrouve sur LinkedIn, j'ai mon mail également, même mon téléphone, il n'y a pas de souci. Je fais un plaisir de pouvoir échanger par la suite. S'il y a des petits blocages, il ne faut pas hésiter. Ouais. tout à fait. Alors, on a quelques questions. C'est chouette. Ok. Alors, souvent, sur des sujets comme ça, on n'a pas énormément de questions. C'est normal. Oui, oui. C'est des sujets qui sont très pointus. Déjà, très pointus. Le temps de réaliser. Donc, non, franchement, c'était chouette. Euh, alors, on avait Ah, quelques Baptiste, tu as le questions. micro coupé. Je ne sais pas si tu nous parlais, Baptiste, mais Ouais. J'avais désolé, je disais donc que j'avais une question qui était assez précise, moi, sur un point que j'ai rencontré personnellement sur un projet. Alors, c'est un de mes devs qui avait réglé d'une autre manière, mais à l'époque où GA4 est sorti, par rapport à l'ancien Google Analytics, on ne pouvait plus enregistrer tous les résultats de recherche qui étaient faits on-site. Tu vois, sur un. si. Ouais, alors là, tu peux le faire. Sur ton moteur de recherche on-site, tu veux dire, hein. C'est ça, ton slash S, slash ce que C'est tu faisais ça. derrière. Ouais, ouais. Et en fallait créer un data studio avec une base de données pour enregistrer. Il pouvait bien récolter la data, mais il ne l'enregistrait pas, en fait. Est-ce Ouais. que tu as Alors déjà eu ça a dû ça? évoluer parce que du coup, quand tu fais ta migration GA4, tout à l'heure, Ouais. j'ai dit, il mettait des trackings de base par défaut. Donc, on a le Mmh. page view, on a le scroll et on Ouais. a le moteur de recherche interne. Et il met automatiquement Des une liste de variables, S, ouais. Q, d'autres, Oui, qui il le correspond à mettait, hein. des. Ah, il le mettait déjà? D'accord. Il le mettait déjà, mais en fait, tu ne pouvais pas avoir d'historique il y a un mois, les gens recherchaient ça et dans le temps, il y avait ces c'est comme s'il était capable uniquement sur la vue temps réel de te sortir les recherches, mais il y avait D'accord. aucun enregistrement des recherches qui étaient faites. Mais peut-être D'accord. ça Ah, a évolué, c'était au tout début, moi, que je. Alors, il faudra revérifier. En effet, là, je ne peux pas te répondre comme ça, l'étude de cas. En tout cas, c'est sûr, GA4, il y a aussi des choses qui ne sont pas encore à jour, hein. C'est-à-dire qu'on a perdu d'analytics et moi, j'utilise encore Data Studio pour justement combler le manque d'analyse. Mmh. Et celui-là, il faudrait que je vérifie. Je vérifierai de mon côté sur comment il traite la donnée des recherches, s'il les garde en historique ou pas, ou s'il faut passer Ouais. par Bah, à un l'époque, export on automatique. avait Ouais. cherché dans tous les sens et on n'avait rien trouvé. On avait dû faire un data studio pour stocker Ok, chaque élément, chaque recherche, quoi. Sur d'accord, un ok. e-commerce, notamment, c'est intéressant de savoir sur un e-commerce, qu'est-ce que les Ah bah gens vont oui, chercher sur ton site, quoi. Et on perdait cette donnée-là exactement. par rapport à l'ancien Analytics. Ouais, d'accord, ok. Yes. Alors, on va commencer les quelques questions qu'on a. Mhm. Salut, est-il possible de suivre les pages exactes visitées, anciennes pages de destination? Oui. Alors, il y a deux lectures de pages dans GA4. Il va y avoir les pages, on va dire, donc ça toute la liste des pages et on va analyser celles qui sont le plus visitées, etc. Et on peut personnaliser pour aller voir les pages de destination, c'est-à-dire uniquement les pages qui arrivent d'une stratégie en payant, qui arrivent, je sais pas, d'une campagne précisément, même du SEO, hein, c'est la page de destination, c'est la page sur laquelle on arrive. Et on peut travailler à partir de ces pages de destination. On va voir le taux d'engagement derrière, est-ce que ces pages ont généré des revenus dans le temps, etc. etc. Donc c'est possible. On a une autre question. Comment voir le trafic sur desktop et mobile? En gros, comment faire la distinction? Ouais, alors ça pareil, on a dans les rapports prédéfinis, on peut aller décider d'aller voir la partie techno, donc technologie. Donc ça on ne perd pas d'universal, on a toujours l'info, qui nous permet d'aller comparer les mobiles, desktop, tablettes, écran TV également. Et on peut aller jusqu'au système d'exploitation pour aller vérifier, voilà, vraiment, pareil. Encore, je parle toujours de l'engagement, hein, on parle vraiment là-dessus. Quel est l'engagement sur les différents devices et différents systèmes d'exploitation. Sachant qu'en plus, ce qui est intéressant avec GA4, c'est qu'on a vraiment cette fusion application web. Donc c'est pour ça que quand on va aller voir la question précédente, quand on disait les pages ou pages de destination, on a un onglet page et écran. On dit page et écran parce qu'il parle des écrans d'application mobile. Et il te demande au début d'ailleurs si c'est un site à la configuration initiale, il y Ouais. a
Ça a un impact quelconque ou c'est juste pour de la stat chez eux ou il y a Non, je pense il y a qu'après, des ça données que tu évolue. n'as Ouais. pas? Ouais, ouais, ouais. Non, non, tu le fais, je pense, c'est pour orienter, tu sais, comme dans Universal, à un moment donné, ils disaient ton secteur d'activité, si tu avais des employés aussi à Ouais, un moment donné, etc. c'est juste de Bon, la ça, c'est vraiment stat pour de la quoi chat, parce que ou toi, tu configures comme tu veux. Même derrière, on peut revenir sur la config aussi, hein. Donc, mmh, non, il n'y a pas de. Pour moi, il ouais, n'y a ça pas change pas d'incidence, quoi. énormément de choses. OK, Non, non. c'est ce que je pensais, Sachant mais que c'est quand même je voulais très rare pour l'app, hein, quand même. On est plus tous sur du web aujourd'hui, hein. C'est très rare d'avoir de l'app. oui. Alors, une autre question. Donc là, je l'ai affichée sur l'écran, elle est un peu longue, merci. Gérant des clients Ouais. e-commerce, j'ai l'impression que G4 va empêcher d'identifier clairement les sources de ROI et noyer la conversion dans un brouillard limitant la prise de décision. J'ai tort? Point d'interrogation. Alors, non, oui et non. On identifie quand même qu'en effet, les modèles d'attribution, comme ils sont basés sur la donnée, on a quand même de la perte de visibilité sur les sources de données exactes. Alors, c'est lié pour plusieurs raisons. Donc, il faut voir aussi les sites e-commerce s'ils mettent aussi en place l'histoire des cookies, hein, le tracking, s'il est bien implémenté. Hein. Là, on peut perdre jusqu'à 60, voire plus de données, hein, de pourcentage de données si on refuse d'être suivi, hein, par les cookies. Donc, si c'est bien implémenté, déjà, on va perdre toute cette donnée-là. Et c'est le modèle d'attribution qui va essayer de prendre le relais derrière. Donc, ça reste de l'indicatif. Et il faut recroiser, je pense, avec d'autres données. On va recroiser avec la Search Console, il faudrait recroiser aussi avec du Google Ads si on fait de l'acquisition payante, par exemple. Et ça nous permet d'agréger un peu les données. Et souvent, là, on peut passer par du Data Studio pour essayer de faire de la donnée un petit peu plus spéciale. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un petit peu le brouillard là-dessus. Ouais. Bonjour, petite question. Quel intérêt pour Google de ne pas donner la possibilité d'importer certaines datas de l'ancien GA vers GA4? Merci d'avance et encore merci pour la présentation. Avec plaisir. Alors moi, un des premiers inconvénients que je vois dans l'import de Analytics Universal, c'est que GA4, par exemple, si on base sur les conversions, les événements, il a une nomenclature très précise. C'est-à-dire qu'on a une charte à respecter sur comment on va nommer nos événements. Et c'était pas le cas avec Universal. Avec Universal, on faisait ce qu'on voulait. On mettait des majuscules, on mettait des espaces, tiret, underscore, etc. Et du coup, ça biaise GA4 et ça fout un peu le bazar. Voilà. Et moi, j'ai audité des comptes comme ça où c'était tout en doublon. On avait pour la même objectif d'événements de conversion, on pouvait avoir 2 ou 3 événements écrits de pas la même façon. Et du coup, on était complètement perdu. Donc la première réponse, c'est ça. C'est déjà, on repart sur une base saine avec GA4 où on a une charte de nommage à respecter. C'est tout en minuscules, pas d'espace et on n'utilise que l'underscore pour les espaces. Donc ça serait peut-être une première réponse. Voilà. Et en plus, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a pas mal d'événements de base par défaut qui est C'est de plus ça. intelligent de réutiliser que de recréer ces events à soi, quoi. Exactement, complètement. L'idée, par exemple, on a toute la doc sur GA4, hein, elle est quand même assez fournie. Il faut vouloir y C'est aller, assez mais faut aimer, quoi. il faut aimer. Mais Avoir c'est vrai le qu'il y a temps. toute une bibliothèque. Hein. Ouais, il y a toute une bibliothèque déjà de noms d'événements qui sont déjà nommés, qui sont déjà prêts à utiliser. Par exemple, quand on fait de la génération de leads, on a un event qui s'appelle generate underscore lead. Donc, on n'utilise que celui-là. Et par contre, après, on va faire le distinguo dans les paramètres d'événement. Si c'est tel formulaire, si c'est telle demande de devis, etc., on peut le rendre différent, mais on se base sur le generate lead, par exemple. Et après, il faut faire des rapports personnalisés, des dimensions personnalisées pour remonter les informations d'événements qu'on va passer évidemment dans l'event. Alors, on a des gens qui nous disent oui, c'est Looker Studio maintenant. Bon, C'est ça, effectivement, ça exactement. va. C'est vrai. J'ai pas osé, mais c'est vrai. C'est Looker Studio. Ouais. Oui, mais bon, c'est comme la Search Console. Aujourd'hui, ça nous semble naturel, mais il y a pas si longtemps que ça, il y en avait encore qui disaient Webmaster Tool. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors juste aussi une notion, alors je fais une petite parenthèse vu que là c'est un sujet abordé. Looker a une version gratuite, mais il y a une version payante. GA4 aussi est limité sur les données à analyser. Donc on est large sur la majorité des clients, mais dès qu'il y a un gros volume de hits, ça va être saturé et il y aura certainement, il faut passer sur les modes payants. Donc, c'est aussi à suivre un petit peu comment l'évolution des tools chez Google sur le mode un peu licence payant ou pas, comment ça va évoluer, quoi. Et ça a quel coût, justement, GA4 si ça passe sur du payant comme ça?
Après, c'est des trucs 360. Moi, j'ai jamais utilisé, perso, donc je connais pas le pricing, mais c'est pas destiné à tout le monde quand même. Faut avoir, Ok. C'est super faut cher, avoir hein. une, Il me faut semble, avoir c'est... une bonne boîte, ouais. Ouais. Et après, qu'est-ce que ça amène vraiment concrètement en plus? C'est quand même vachement précis, quoi. Ouais, tu as plus de données, tu vas plugger à BigQuery, donc toutes les données que tu perds, c'est les fameux not provided, tu sais, qu'on avait déjà, c'est pas assigné parce que Google, par exemple, GA4 n'arrive pas à l'assigner. En passant par ça, tu as plus de données à traiter, etc. Donc, c'est quand même pour des volumes quand même assez importants de traitement de données. Ouais, il stocke plus de données dans le temps, je crois, avec les outils comme ça, C'est ça, il de arrive à mieux les mémoire. travailler. Voilà. Ouais. Ouais. Mais bon, faut avoir quelques dizaines de milliers d'euros par mois, je crois, hein. Exactement. Ah C'est oui, le oui, genre de oui. Ouais. prix, hein. Je pense que même déjà, Universal Analytics avait une version payante. Je crois que c'est de l'ordre d'une Ouais, centaine de milliers d'euros par an de licence. par an, ouais, c'est ça, c'était une blinde. Ouais, ouais. Faut, Très faut, important. faut, faut que ça justifie, quoi. C'est Grosse ça. affaire. Ouais, ouais. Exactement. Ouais. Merci. Alors, on a peut-être au moins 2 petites questions encore, au moins. Hop. Hello, j'ai quelques soucis avec l'intégration de certains events. Est-ce que la proposition de rendez-vous sur la pop-up warning peut m'aider à finaliser ma config d'événement? Tente-le. Tente-le. Je suis pas sûr que tu auras quelqu'un en face qui pourra t'aider, mais pourquoi pas? Il faut le tenter, exprimer le souci. Et si les choses sont bien faites, si tu n'as pas la réponse tout de suite, ils feront le nécessaire peut-être pour remonter d'un niveau au support technique de Google pour pouvoir t'aider. Moi, je passe pas par la config, je le fais directement. Mais tente-le. Si c'est proposé, il faut le faire. Bonjour, à quoi fait référence Cross Network? Car je vois qu'il y a un item Organic Social. Alors, le Cross Network, normalement, c'est basé sur la Performance Max de Google Ads. Parce que le Performance Max a objectif de diffuser nos campagnes publicitaires sur plusieurs réseaux en même temps en une seule campagne, sur du display, YouTube, search, shopping, etc. Donc, en général, le cross network, c'est ça. Ce qui pourrait que tu regardes, c'est un petit peu tes chemins, plutôt les chemins des utilisateurs, et de voir un petit peu. On a un onglet publicité d'ailleurs qui est mal nommé, je trouve, dans les rapports, il s'appelle publicité, mais en fait, c'est plus de l'attribution sur les sources. Et tu peux avoir dans ce rapport-là les parcours et dire à quel moment le paid il intervient, l'organique intervient, le social, etc. Peut-être que ça peut te donner une idée sur ta question. Alors on continue, hein. Merci pour la réponse, merci pour la présentation, top. Bon. Avec plaisir, merci. Alors on a une autre question. Est-ce que l'on peut importer des rapports, donc modèles, personnalisés comme sur l'ancienne version? Je pense que c'est lié à l'exploration que j'ai parlé tout à l'heure, où on peut aller sur de la galerie directement. Et je pense que ça va encore évoluer. Donc, on va voir comment ça évolue là-dessus. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Soit je le pars de from scratch, où je vais monter moi-même mon rapport, ou alors je pars d'un template déjà existant. Je fais pas d'import. Je fais passer un import d'un rapport que toi tu as déjà sur un compte client et tu veux faire la même chose. Ça à chercher. J'ai pas eu l'occasion de le faire. Si c'est ça la question, si on a un rapport sur un compte et qu'on veut l'exporter, importer sur un autre compte, je pense que si ça l'est pas aujourd'hui, ce sera possible dans pas longtemps. Merci beaucoup, c'était vraiment très clair et puis, tu as répondu à toutes les questions, il y en avait pas mal au final et Super. C'est cool. ça montre vraiment que c'est un sujet qui intéresse, parce Ouais. qu'habituellement sur les trucs un peu techniques, les gens sont un peu Oui, timides oui. C'est ça. et on s'est dit: «Tiens, on va préparer des questions», on sait jamais, enfin pour toutes les conférences, on fait ça, D'accord. Ok. mais là, en fait, on n'en a pas eu besoin et Super. c'est Moi, j'ai super. pas préparé des questions, j'avais vraiment des questions. Je me suis dit, ah, ça tombe bien sur GA4. Je comprends pas. Bah, tu sais qui appeler maintenant, hein, tu Ouais, c'est ça. voilà, Ouais. Bah, tu je vas vais appeler t'ajouter sur 410 et LinkedIn, puis, Ludovic, si c'est C'est t'as ça. ça. LinkedIn. Et comme ça, Avec plaisir. écoute, je t'ajoute maintenant. N'hésitez pas tout le Voilà, monde comme à ça, c'est fait. ajouter. Super. On s'ajoute tous, c'est parfait. Bon, c'est cool. Super. Merci. Merci beaucoup. Et Eh ben, puis, merci à vous. du coup, passe une bonne fin de journée. C'était un vrai plaisir de Super. t'avoir parmi nous et on espère te retrouver, bientôt, Avec grand dans plaisir. Ouais. dans les mois à venir, de te voir plus souvent parce que c'est vrai qu'il y Super. a des bonnes choses à dire et Ouais. je sais pas, tu avais déjà speaké avant? Non, c'est ma première fois. Ouais. Ah et franchement, alors pour le coup, j'étais pas sûr parce que Patrick m'avait pas, briefé, tu vois? Il m'avait pas dit: «Tiens,
si c'était ta première ou pas et franchement, tu t'en es très, très bien sorti. OK, je te remercie. Franchement, une très bonne élocution et cetera. Enfin, honnêtement et même tu as été très clair sur ton sujet. C'était pas décousu parce que souvent le point faible, des speakers, ça peut être, que les sujets soient décousus et qu'on comprenne pas et qu'on n'arrive pas à suivre le fil. Là, Ouais. c'était vraiment, vraiment Et chouette. surtout sur un sujet technique comme ça, en vrai, Ouais, un clairement. peu de Ouais, ouais. vulgarisation, c'était très Bon, intéressant. Ouais, ouais, clairement. en vrai, j'ai quand même C'est survolé, hein, ça. si on veut aller après dans le Oui, détail, non, c'est assez clairement. Puis, technique, ça fait mal à ouais. la tête, mais Oui, oui, Mais il oui. y a Non, tu as il y a bien raison et Corben puis, il y a Corben qui dit: «Bon débit» aussi. Le débit était ouais, bien, c'est ça, pas trop parfait. rapide et Franchement, tu court. OK. pas trop rapide, pas trop lent, tu pas endormi les gens. Enfin, franchement, Bon, c'est c'est cool. cool et je pense que tu devrais continuer cet exercice. Et bah, avec plaisir. Faut pas Je hésiter. OK, cool. Et puis on a beaucoup de félicitations. On avait en moyenne 250 personnes, voire un peu plus au début au moins, sur le live. Là, il est 16 heures, donc les gens commencent à partir, à aller Bien chercher sûr. les enfants Bah, et ouais, ouais. tout. Mmh. Mais ils sont quand même encore 240 donc qui t'ont suivi depuis le début. Super. OK. Donc merci beaucoup Eh ben, merci et Jackie, puis, merci passe une bonne fin Baptiste. de journée. Allez, Salut. merci, à À bientôt. très vite. Salut. Salut Ludovic, Ciao. merci.